Voilà, c'est même notre présent, me dit Mathieu Courtecuisse, le métaverse. Mathieu Courtecuisse qui est Chief Metaverse Officer. Il faut des Chief Metaverse Officer dans les boîtes. Patron fondateur de SIA Partners. Et accessoirement, tu es président du Syntec cabinet de conseil en ce moment. Voilà, c'est toi qui portes... Depuis plusieurs années, mais en ce moment, c'est plus... C'est toi qui portes la parole des cabinets de conseil. Donc, on va pas se priver. Hein. On va faire un petit point là-dessus. Surtout qu'il y a... Je sais que des cabinets de conseil, ça, alors à une autre échelle que SIA Partners, mais Luc Breton, salut Luc. Fondateur entre autres de Next Gen Entreprise Summit, mais toi aussi tu fais du conseil RH. Voilà, et Isabelle Mas, salut Isabelle, associée VAE Solis Communication, conseil en communication, voilà. Et affaires publiques. Et affaires publiques. Tu as travaillé pour l'État VAE Solis travaille pour l'État ? On a des appels d'offres qu'on remporte parfois et qui peuvent être pour l'État ou des entreprises étatiques. Bon, et toi Luc ? Nous, on travaille pour... y compris l'État et puis des entreprises majoritairement privées. Mais on est avant tout un institut de formation avant de faire du conseil. Le conseil vient plutôt en conséquence de ce qu'on découvre chez nos clients. Je t'ai demandé, on peut juste commencer par là, parce que je t'ai demandé, hier, donc, on était avec, encore un cabinet de conseil, en retournement, management de transition, etc. et tout, Nicolas Doucerin, et il nous a fait l'étude de retournement pour, de relance des Républicains. Voilà, c'était rigolo. Avec cette idée quand même au cœur, à la fin, il disait la seule solution, c'est quand même de repartir de la base. Et le problème, c'est qu'il y a un problème de produit, quoi, qui est visiblement pas en adéquation avec ce que veut le client. Et donc, au-delà, effectivement, du management, d'un organigramme qui est pléthorique, enfin ahurissant, des problèmes de cash qui peuvent se régler. Mais il y avait l'idée sur la définition du produit, d'aller chercher ceux qui sont encore aujourd'hui adhérents et d'essayer d'aller reconstruire avec eux le produit. Voilà. Moi, c'est... Alors, Anne Hidalgo, quand tu prends une telle claque, derrière, il va falloir retourner diriger une équipe, et puis pas une petite quand même, c'est la mairie de Paris. Tu te retrouves avec 22 000 voix quand même à Paris, 22 000 voix. C'est 2%, je crois, elle a fait 2% à Paris, comme un tout petit peu plus qu'ailleurs. C'est quoi les clés ? C'est quoi les clés de management dans ces cas-là, Luc ? Je crois qu'on a vu que finalement, quelle que soit la taille des ralliements des personnalités ou des dinosaures de la politique qui se sont joints à tel ou tel candidat, c'est pas vraiment ça qui a fait pencher la balance ou qui a attiré les électeurs. Donc moi, je pense que les gens ne sont pas titulaires ou propriétaires de leur voix. Je pense que les électeurs regardent avant tout un programme de fond, une personnalité, en l'occurrence pour le président de la République. Là, je crois qu'il n'y a pas eu de match du tout. Ensuite, sur une collectivité locale, ça a cela de très différent avec une élection à la présidentielle que ce qui intéresse les citoyens, c'est quand même ce qui se passe localement. D'ailleurs, je me souviens personnellement, mais je pense que c'est le cas de beaucoup de Français, avoir voté pour des gens qui sont potentiellement aux opposés de la couleur politique d'adhésion spontanée, mais parce que je trouvais que la personne, avec son équipe, faisait un travail formidable localement et que j'avais envie de lui donner toutes les chances de continuer à le faire dans la durée par un système basé sur l'écoute. Moi, j'ai spin-offé... Ouais, mais là, moi, elle était plus business, ma question. Tu diriges, on va dire, une ETI sympathique. Tout à coup, on te dit, tiens, tu vas tenter le coup pour le CAC 40. Bim, bim, tu te fais renvoyer dans tes... la différence, si tu prends Hidalgo, c'est que tout le board s'est fait renvoyer dans ses cordes aussi, parce que le Conseil de Paris, je te rappelle que la plupart des membres du Conseil de Paris appartiennent au PC ou au R. T'as raison. Et LR, oui. Les Jadot ont fait des scores aussi désastreux. Donc ça aide grand-chose dans sa position au Conseil de Paris. Au Conseil de Paris, mais vis-à-de son équipe. Et puis, c'est pas parce que tu aimes bien ton DRH que tu vas le nommer DG. Et effectivement, c'est ce que disait Luc. Les gens à Paris, en tout cas aux dernières élections, ont apprécié ce programme et ont élu pour être maire de Paris. Et ça peut faire qu'ils veulent pas de cette maire de Paris comme présidente. Donc, pas d'impact sur l'équipe, à ton avis, pour diriger l'équipe. À la mairie de Paris, au bout de 2 mandats, elle a quand même que des gens qui sont proches d'elle et très soutien. On le voit sur les réseaux sociaux. Le maire du Paris Centre soutient beaucoup son action. Forcément, son équipe à la mairie soutient son action sur les réseaux sociaux et c'est un peu normal, sinon on ne serait pas dans son équipe. Et au Conseil de Paris, encore une fois, on n'a que des PCF verts, socialistes. Et c'est ça, c'est quasiment, il n'y a pas de macronistes, il n'y a pas d'humoristes, il n'y a pas de mélanchonistes. C'est que des grands brûlés. Il n'y a pas de mélanchonistes au Conseil de Paris. Même Rachida Dati, elle ne pourra pas faire la maline, quoi. Ça ne veut pas dire qu'avec le score qu'a fait Mélenchon à Paris, au prochain Conseil de Paris, il n'y aura pas de mélanchonisme, ça pourrait faire sens.
Et macroniste, bien entendu, ça ferait sens, mais pour l'instant, il n'y en a pas. Donc elle retourne à la maison, dans une maison qui est plutôt positive. Sur son parti propre, enfin sur ses équipes propres, elle a été élue quand même avec une minorité. Elle a monté une alliance. Et donc, elle doit travailler et composer avec cette alliance. Et de fait, ça décentralise son autorité. Mécaniquement, je dirais. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que plutôt que de partir sur des a priori, elle va devoir composer avec les propositions des différents blocs qui lui permettent d'avoir la majorité au Conseil de Paris. Et ça, c'est typiquement le mode de fonctionnement à l'allemande ou dans les pays du Nord, de ces grandes alliances, ce qui est très peu français en fait, et qui est, je pense, assez positif dans la capacité à répondre vraiment. Et alors, c'est d'autant plus vrai sur un enjeu local, même si Paris a rien de tout à fait comparable à une autre cité, fût-elle grande. Mais je pense que c'est la coalition, c'est un mode d'avenir, je pense, pour trouver des majorités. Ce sera de plus en plus dur, probablement d'ailleurs que c'est le sujet de Macron, là, de l'entre-deux tours, c'est de trouver les bonnes coalitions pour ne pas se retrouver avec la rue qui va lui dicter son tempo politique, ce qui est vraiment le risque, parce qu'être élu systématiquement avec moins de 30%, même si il est arrivé largement en tête, mais moins de 30% des voix au premier tour, c'est avec des votes d'opposition quasi systématiques pour les 70% restants. C'est-à-dire que c'est pas... si Pécresse avait été au même niveau, quand même avec des positions modérées et proches, il y avait possibilité naturellement de trouver cet accord. Là, il y a quand même 70% de révolte, entre guillemets, face à 30% de modérés. Donc c'est Mathieu ? Moi, je pense qu'il n'y a pas forcément, pour revenir à la question initiale, pas forcément beaucoup d'équivalents dans le business. Parce que là, on est sur un marché du type winner takes all, mais sur un monopole. C'est-à-dire qu'en fait, alors, si ça existe un tout petit peu, par exemple, si un opérateur télécom qui candidate, par exemple, à une licence 5G, qui met toutes ses forces dans la bataille et qui ne l'obtient pas, derrière, il perd la bataille. Et pour se refaire, en gros, il est obligé de considérer soit la faillite, soit il achète en wholesale en l'occurrence. Voilà. mais donc il y a quand même peu de marchés comme ça où quand il arrive qu'il y a le contrat du siècle, par exemple dans l'armement, dans l'aviation, etc. Et si tu le perds, tu perds quasiment tout. T'as raison, peut-être Naval Group là avec les Australiens, il y a peut-être eu un truc comme ça. Non, en fait non, parce que là il va y avoir plein de gens qui sont candidats pour racheter éventuellement les débuts de projet. Voilà. Donc même là c'est pas encore exactement ça. Mais par exemple une grande compétition type chez Emirates qui dit voilà je vais acheter 100 gros porteurs et il y en a pas d'autres équivalents dans les 5 ans qui viennent. On est un peu sur ce marché-là. Si tu perds, c'est très très compliqué de t'en remettre. Mais donc je suis pas sûr que les ressources en fait ou les comparaisons avec le monde du business soient évidentes, parce que si je prends mon business, moi j'ai 300-400 compétitions en même temps, tout le temps, et on en perd, on en gagne. Ce qui est important, c'est d'en gagner plus que d'en perdre. Et à la fin, on s'en sort. Là, on est vraiment sur un... Je pense à parce que c'est ce qui me permettra une fois de plus de rendre hommage au formidable Henri Lachmann, patron de Schneider Electric, quand, alors ça ne nous rajeunit pas, quand la Commission européenne a cassé la fusion Legrand Schneider. C'est-à-dire que tu as vraiment un projet d'entreprise considérable qui s'arrête du jour au lendemain. Lui témoigne de ce que ça avait quand même sérieusement secoué. Ouais, mais il a quand même toujours son chiffre d'affaires de départ. Certes. Là, ils sont en faillite. Ouais, donc, tout à fait. tu mets toutes des forces dans ta bataille et tu n'as plus rien. Et t'as plus rien derrière. Ce qui est plus intéressant, c'est les situations de management dans les partis. Là, il va y avoir une situation de management, parce qu'effectivement, ils sont quand même la candidature de leurs partis respectifs. Non, ils ne sont pas en situation de... Hidalgo, et c'est d'ailleurs sans doute pour ça que ça ne s'est pas très bien passé, elle n'est pas patronne du parti. Pécresse, elle n'est pas patronne du parti. Oui, d'accord. De Pécresse et d'Hidalgo. Mais ceux qui ont organisé le truc. Qui ont organisé ces candidatures-là, ça va être plus intéressant. Parce que là, c'était plus dans la situation d'un député qui se présente à l'élection législative et puis qui perd et qui retourne dans sa boîte. Un député chef d'entreprise. Oui, mais c'est la violence de la claque. Il a perdu le vote, mais dans sa boîte, il est chez lui et il fait... Oui, Isabelle, mais c'est la violence du choc. Et puis on a quand même des professionnels de la politique, parce que ce soit Hidalgo ou Pécresse ou les autres, ils font ça depuis qu'ils sont tout petits. C'est pas des gens qui justement alternent comme certains députés du public au privé. Après une carrière assez longue politique, on s'aperçoit qu'ils sont totalement inconnus dans la population française. C'est quand même aussi quand tu regardes les enquêtes de notoriété des deux protagonistes, Pécresse ou Hidalgo, alors qu'elles sont à la tête de grosses collectivités territoriales, en dehors de leur collectivité territoriale, personne ne les connaît. Ah, ça je savais pas. Tu me l'apprends. Et donc ça prouve que en fait le seuil d'entrée pour gagner une élection de ce type, qui est quand même porté par une personne, est très élevé. Est très très élevé. Les barrières à l'entrée sont colossales. Et ça relativise aussi l'exploit d'Emmanuel Macron d'il y a 5 ans, qui quand même en très peu de temps
a réussi à obtenir un niveau de notoriété phénoménal. Ouais. Et donc, 2 professionnels aguerris de la politique, qui sont là quand même depuis un certain temps, n'ont pas réussi à faire ça dans une élection de ce type. Ouais, t'as raison. Et ça, je trouve que, bon, alors ça, on sort du sujet en question, mais il me semble que c'est une vraie leçon, y compris pour la prochaine fois, parce que on va rester focalisé là sur le deuxième tour, mais pour dans 5 ans. Oui, mais ça, c'est alors un élément dont on avait parlé avant le premier tour, c'est-à-dire tu sors aussi d'une époque de dinosaures qui ont siphonné les générations juste en dessous d'eux. Enfin, bon, Chirac, Mitterrand, etc. et tout. Juppé s'est effondré. Tu as toute une génération années 70. Même Sarkozy, il a siphonné. Voilà. Et c'est vrai que là, on se retrouve avec une terre brûlée qui est peut-être aussi une des explications à ce que les extrêmes performent autant, tu vois. Et sur des campagnes relativement courtes, sur lesquelles il y a peu d'attention des gens sur les campagnes, le challenge est encore plus fort pour faire émerger une personnalité. T'as raison. Et je pense que c'est particulièrement, enfin, dans la configuration politique qu'on a maintenant, avec 3 courants, on pourrait dire. Je pense notamment, si Macron est réélu cette fois-ci, pour la prochaine fois, dans ce cercle de la raison, il y aura intérêt à avoir bâti 2-3 personnalités qui sont en mode départ lancé pour être très, très, très identifiés par la population avant même de démarrer le combat électoral. On en connaît déjà un dont la barbe a fait une mutation. Il y aura une barbe blanche, ce sera un petit peu... Ça y est, elle est totalement blanche. Ça, c'est l'exposition Covid. Là. Ça, c'est l'exposition Covid. Ouais, mais pour le coup, sa notoriété est faite. Oui. C'est grâce à Covid. C'est grâce à Covid. Ou le fait d'être Premier ministre. Le fait d'être Premier ministre, ça suffit pas. Jean Castex, je pense que si tu veux, s'il se balade dans la rue, je suis pas certain que vraiment le reconnaisse. Quand même. Avec toutes les conférences de presse Covid. Et sinon, Mathieu, une autre question très ouverte, parce que moi, je vous ai envoyé, j'ai listé un certain nombre de trucs, mais je suis pas sûr que ça vous intéresse. Est-ce qu'il y a quelque chose dans cet entre-deux-tours là qui t'intéresse? J'en sais rien. Alors, les partenaires sociaux, on en a parlé hier, c'est quand même très intéressant. 44% des adhérents de la CFDT qui votent Macron. Je trouve que pour la négociation sur les retraites, c'est un chiffre important. J'en sais rien. Non, je pense que là, on assiste à un jeu relativement classique de clarification où tout le monde commence à regarder de fait les programmes, parce qu'avant, personne ne les regardait réellement. J'avoue. Donc, ça ressemble un petit peu à ce qu'on a vécu il y a 5 ans, objectivement. Moi, j'ai ce sentiment-là, avec beaucoup moins de puissance, je dirais, de rassemblement du côté Macron, parce qu'il y a une usure, en fait, du pouvoir. Sur les partenaires sociaux, effectivement, on voit que le MEDEF a apporté un soutien, mais timoré. Voilà. Et seule la CFDT du côté syndical. Non, la CGT a aussi dit pas une voix pour Marine Le Pen. Oui, d'accord, mais pas sur... non, la CGT n'a pas dit voter Macron. Non, là, il y a des limites quand même, les gars. Mais bon... à la torture. Le supplice chinois. Ouais, voilà, c'est ça. Mais bon, voilà, donc moi je trouve qu'on assiste à un jeu classique, et puis là, les gens commencent à regarder un peu plus précisément la nature des programmes, et il faut reconnaître que les programmes n'ont pas fait l'objet d'une ingénierie très forte dans la période qui a précédé. Donc on est quand même dans une campagne un peu particulière de ce point de vue. On est là, je veux pas vous... Mais celui de Macron est quand même c'est d'un vide assez impressionnant. J'avoue, je l'avais pas regardé dans le détail avant, effectivement, le second tour, mais j'ai été saisi par... le chiffrage, c'est n'importe quoi. Tiens, cabinet de conseil, 15 milliards par an, 15 milliards d'euros par an sur la modernisation des process de l'administration grâce aux nouvelles technologies. Ça sera 100 consultants après. Et en plus, 100 McKinsey pour le faire. Non, mais je pense que le chiffrage, tout le monde s'en fiche, quoi. Enfin, je veux dire, et je pense pas que même dans aujourd'hui, dans les débats qui s'ouvrent, c'est pas le chiffrage qui fait beaucoup de poids, parce que en plus, on sort d'une séquence où il y a eu toujours des crises, et que en fait les chiffrages, les mesures, etc., on voit bien qu'il faut une certaine malléabilité pour pouvoir agir. On vote surtout pour une capacité à gouverner. Regardons même le chiffrage de la coalition allemande qui est hyper précis. Là, ils sont obligés de le refaire complètement au regard de la crise ukrainienne. Ça, pour le coup, ça rejoint le management. Les méthodes comme Beyond Budgeting, etc., qui est de débarrassez-vous un peu du budget à l'année ou pire quinquennal. Soyons positivement opportunistes, pragmatiques, engageons l'argent dès que c'est nécessaire et dès que c'est utile pour le business, évaluons-le au fil de l'eau, et puis restons dans un cadre raisonnable. Moi, ce qui me choque profondément dans cette campagne, mais comme ça m'avait déjà choqué pendant finalement tout le quinquennat, c'est quand même la faiblesse des mesures pour maintenir la dépense publique ou optimiser la dépense publique, et je dirais la baisser drastiquement, parce qu'on a quand même une dépense publique qui est
complètement échevelé, qui part, ça fuit dans tous les sens. C'est hallucinant comme les programmes de tous les candidats, c'est quand même la lettre au Père Noël, c'est j'offre ceci, je baisse cela. Il y a aucune mesure vraiment sérieuse sur la maîtrise de la dépense publique, l'optimisation et la transformation au cœur des modes de fonctionnement. Sur l'hôpital, quand Macron se fait alpaguer par la foule en lui disant vous avez tué l'hôpital, les seules réponses qu'on entend des différents candidats, c'est on va réinjecter des milliards, alors que on pourrait probablement avoir un meilleur hôpital avec beaucoup moins de frais que ce qu'on engage déjà. Et pareil sur l'éducation. Je trouve qu'on a des programmes vraiment totalement irresponsables. Et c'est peu travaillé. C'est peu travaillé, c'est peu anticipé, et ça a été quasiment pas fait sur tout le quinquennat. Et Dieu sait qu'ici, on a dit que Bruno Le Maire a fait un job assez formidable, etc. Mais sur cet aspect-là de la dépense publique, je pense qu'il y a un angle mort gigantesque dans notre pays. Isabelle ? Moi, je pense que quand même dans le programme de Macron, première version, la retraite à 65 ans, c'était déjà une volonté, entre autres, de maintenir, enfin de réduire les dépenses publiques, ou de maintenir, et que 64, c'est pas mal à 64. Ça part déjà. Entre-temps, on a une élection qui a montré 36% de personnes à l'extrême gauche. Je ne parle pas de la gauche, je parle de l'extrême gauche. On additionne les scores de tous les partis qui sont plus à gauche. Donc forcément, il y a forcément quelque part un petit retour en arrière sur cette modération, ça c'est normal. Mais moi, ce qui m'inquiète et qui me rend perplexe sur cette élection, c'est surtout la vision de l'Europe. C'est-à-dire, on a 40% de gens qui s'apprêtent à voter un peu plus, on verra, pour Marine Le Pen au second tour. Et malgré tout, sa vision de l'Europe, on la connaît, même si elle est l'a floutée un peu cette fois. Mais elle veut réduire la contribution, c'est impossible. Elle veut réduire la contribution au budget européen, qui est voté jusqu'en 2027. Donc de toute façon, ça ne sera pas sur son quinquennat si elle la réduit. Elle veut réduire ça. Elle veut faire un référendum sur, à terme, l'appartenance de la France à l'Europe, revenir sur Schengen, enfin, remettre en cause, si tu veux, tous les grands principes qui ont fait l'Europe. C'est le clair. Début. C'est comme ça qu'a commencé le Brexit. Rappelons-nous la première mesure que les gens qui soutenaient le Brexit et Johnson en Grande-Bretagne ont demandé, c'est une réduction de la contribution à la Commission européenne. Et puis, ça, à partir de là, ça a dérivé. Et donc, c'est ces germes-là. Et il y a 40% de personnes qui pensent que, effectivement, donc, ou alors ils n'ont pas lu le programme, c'est aussi une possibilité, et ils ont lu que les parties qui les intéressent et qui sont impossibles à mettre en œuvre, comme la retraite à 60 ans ou la suppression de la TVA sur les produits de première nécessité, mais lesquels ? Parce qu'ils sont déjà presque tous à 5%. Donc, oui, ils n'ont peut-être pas lu cette partie-là. Dans le sujet européen, dans le sujet européen, tu as, on en a parlé, la hiérarchie des normes, c'est-à-dire c'est sans doute l'élément le plus important, comme en Pologne. La primauté du droit national notamment dans le contexte. Sur le droit européen. Mathieu. Stéphane, moi j'ai vu que tu avais critiqué un petit peu la réforme des retraites, le fait qu'il bougeait un petit peu le président dessus. Moi je crois que sa réforme elle est ductile. C'est-à-dire que... Je ne connais pas ce mot. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, on peut la modifier sans la faire rompre. Et c'est ça qui me semble vraiment... Et comment on dit ça ? Ductile. Ductile ? Voilà. C'est des métaux, ça ? C'est des matériaux. Ouais, c'est des matériaux ? Voilà. Donc je trouve que c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire qu'il va engager le mouvement, ça va être négocié, mais d'abord, le point important, c'est quand même qu'on arrive à quelque chose et que quelque part, l'esprit soit conservé. Et donc, moi, je la qualifierais comme ça. Bon, voilà, on a une donne politique qui est un petit peu évolué avec ce qui s'est passé la fois précédente, enfin au premier tour. Mais moi, je pense que aujourd'hui, encore une fois, on vote pour plutôt une capacité à mettre en œuvre et être pragmatique et à être opportuniste. Mais on voit donc là-dedans, on voit l'usure déjà du premier mandat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se dit il y a une période de grâce qui dure quelques mois. Une fois qu'on a été élu, moi je sais qu'il y a un certain nombre de candidats qui avaient déclaré qu'ils mettraient tout par ordonnance dans les 6 premiers mois après l'élection, parce qu'après on est carbonisé par le pouvoir. Et donc on voit que cette usure-là, elle est phénoménale en France, d'où l'intérêt aussi de revenir à des septennats et à s'inscrire un petit peu dans la durée, et puis à tenir bon sur quelques sujets, parce que si on n'est pas capable, ne serait-ce que sur le sujet de la retraite, qui était un élément majeur de transformation, de tenir bon là-dessus, ça va être compliqué de réformer le pays. Le truc, Mathieu, moi, ce qui m'a énervé, mais en même temps, bon, il faut être responsable, non, c'est cette idée qui est revenue qu'en fait...
finalement, il n'y avait pas besoin de faire grand-chose. Tu vois ? Alors, ok, il n'est pas retourné à la rotonde, mais à un moment, on nous dit, et t'entends, lundi, toute la journée, non mais enfin, vous avez vu le programme de Marine Le Pen, c'est bon. Genre, c'est plié. Non, t'as pas travaillé. Ton programme est vide. Ton chiffrage est aberrant. Donc, il faut le dire. Enfin, je crois que si tu te contentes de penser que ça y est, la victoire est acquise, tu cours un énorme risque. Voilà. Et donc, lui-même d'ailleurs dit, enfin, t'es à 10 jours du vote, il faut enrichir mon programme. Ouais, il est temps, quoi. Voilà. Non, c'est tout, tu vois, c'est juste le truc où je me disais... Bon, voilà. Oui, donc c'est ça, bah voilà, c'est ce que tu disais, donc le Macron juste et social. Non, quand même, en termes de négo, c'est-à-dire commencer à céder avant même d'avoir commencé... Enfin, tu vois... Ça te semble, même si c'est je suis assez d'accord avec Mathieu, c'est pas que c'est ductile, mais tu peux pas vouloir faire une réforme de retraite avec tous les détails écrits sur 50 pages. C'est pas les détails, c'est la borne d'âge. C'est la clé de tout, 64-65. Moi, je pense que plutôt qu'une usure, c'est un apprentissage. La dernière fois qu'on a essayé de faire une réforme des retraites, on a eu la moitié de la France dans la rue qui était contre. J'exagère, quelques millions de personnes qui étaient contre. Donc, il va falloir la négocier, cette réforme. Il peut pas arriver avec un programme tout fait, sachant qu'il faudra négocier avec les partenaires sociaux qui l'attendent sur cette réforme et qu'il faudra instaurer tout un tas de clauses complexes. Ça a déjà largement été amorcé par Delevoye à l'époque. Pardon, mais si tu démarres une négo en commençant par lâcher sans même avoir commencé à négocier... Sur le fond, ça restera cette mesure-là. Mais comment toutes les mesures parallèles vont vont équilibrer le départ à 65 ans, c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui sera négocié avec les partenaires sociaux. Il faut juste se souvenir que Delevoye a travaillé pendant 1 an et demi sur le sujet déjà. Donc, ouais, je ne sais pas s'il a travaillé. Il a élaboré, on a tous les poteurs, on a tous les éléments. Quoi, donc, on n'était pas sur la même base la dernière fois. Dernier point sur cette histoire. Alors, je vous ai envoyé, je ne sais pas si vous avez eu le temps de le lire, l'article était un peu quand même... prise de tête, mais sur le fond, je trouve ça très intéressant. Autour de l'échec de Jadot, autour de l'échec des Verts, et cette idée que, on va appeler ça la sobriété, pour ne pas parler de décroissance, parce que décroissance, alors c'est pas ductile comme mot, justement, mais cette sobriété, c'est impossible de la mettre en avant. On n'avance qu'à la croissance, enfin, on ne réfléchit qu'en termes de croissance. J'ai trouvé ça intéressant. Et à un moment, il va falloir quand même se poser la question. Donc, je ne sais pas si, Mathieu... En même temps, le pendant de ça, c'est que même la technologie, on a du mal à faire avancer. C'est-à-dire qu'on est dans une espèce de ni-ni, en fait, c'est-à-dire ni sobriété, ni technologie. Parce que, par exemple, prenons le cas des OGM. On sait que c'est un élément majeur pour faire progresser la transition alimentaire, etc. T'as raison. Et on est incapable de vendre un projet disant qu'il y a des OGM, alors qu'on s'est tous injecté au moins 1 ou 2 ou 3 doses d'un organisme génétiquement modifié pour faire les vaccins. Ça a dérangé finalement personne sous l'angle des... Enfin si, quand même, on en a entendu parler. Peu de gens. Ils nous ont assez gonflés pendant des semaines, ça va. Non, mais bon, il y a quand même plus de 90% de la population qui a accepté de le faire. Ouais. Et en fait, je trouve que même le discours de la technologie, sachant qu'en fait, c'est du en même temps qu'il faut pratiquer en la matière, c'est-à-dire qu'il faut faire et de la sobriété et de la technologie en même temps. Parce après, c'est une question de curseur et d'équilibre entre les deux. Mais moi, je trouve que c'est le discours sur la technologie qui me frappe. Sur le progrès, quoi. Sur le progrès. Oui, tu as raison. Moi, j'ai appris qu'il y avait même eu des discussions sur la 5G au sein même du personnel chez Orange, ce qui paraît complètement dingue. Et puis, je trouve que l'approche écologiste est assez idéologique. Discussion sur la 5G, ça veut dire est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas, quoi. Ça, oui. Au sein même des salariés d'un opérateur, t'imagines, ça me paraît, moi, totalement surréaliste, alors qu'il y a une profusion d'études qui ont déjà regardé les dangers potentiels de cette technologie et qu'il n'y a pas de sujet en réalité. Et c'est pareil sur l'approche de l'écologie, enfin de la politique écologiste en France vis-à-vis du nucléaire. Enfin, je pense qu'ils sont dans un corner total, parce qu'on est quand même le pays en Europe qui est le plus vertueux en termes d'émissions de CO2. Donc sur le nucléaire, ça aurait été intelligent de la part des écologistes de dire, bah oui, on a une technologie qui est un fleuron national qui certes a des dangers, mais on sait les circonscrire et on sait avancer là-dessus et se différencier et puis aller véritablement vers une économie non carbonée par la technologie elle-même et donc utiliser
la puissance de la technologie pour résoudre les problèmes au fur et à mesure qu'ils se posent, même si ce n'est pas une doctrine qu'on peut pousser à l'infini, mais en général, ça fonctionne, et en particulier sur l'énergie. Et non, là, il y a un blocage idéologique. Donc je pense qu'ils ont des angles morts et des blocages idéologiques qui sont rédhibitoires pour des gens qui sont dans le business, qui regardent les choses. Ouais, moi, je crois que ça va au-delà quand même. Ça va au-delà des verts. C'est La sobriété. Isabelle, ce sujet de sobriété, il est compliqué. L'article sur lequel tu pointais, c'est un article sur la décroissance, qui est encore un autre sujet, mais sur la sobriété, on y vient petit à petit par des incitations positives. Le recyclage, c'est une forme de sobriété. Presque tout le monde recycle maintenant, parce que c'est une forme de faire retourner dans certaines chaînes des produits qui auraient dû être jetés. Donc c'est une forme de sobriété. Ouais, la réduction de l'usage de l'eau, on y vient par l'éducation, par le fait qu'effectivement, on explique qu'il ne faut pas laisser couler les robinets depuis des années, ou qu'on éteint les lumières. C'est pas à la hauteur du défi. Absolument pouillemesque. Oui, mais il y a que l'incitation positive. Il y a que l'incitation positive. C'est des petits exemples pour te dire que sur la taxe carbone, c'est le gros exemple de la sobriété. Si tu veux, à un moment, on n'y arrivera que par ça. Tu peux pas juste dire aux gens consommez-moi comme ça, sans leur expliquer, sans les inciter d'une façon ou d'une autre. Non, ce qui se passe, c'est quand même qu'on va vers un changement des business models des sociétés. Ça, je crois qu'il n'y a pas le choix. Il faudra arriver à plus vendre des pneus, mais à vendre des kilomètres roulés, et à recycler tout ça, et à s'assurer que l'obsolescence programmée soit au musée plutôt que dans les perspectives business des marketeurs et des vendeurs et des patrons d'entreprise. Tout ça me semble absolument acquis, et on ne va pas pouvoir y échapper. Donc il faut se préparer, et ça c'est de l'ingéniosité, de l'innovation, des retournements de business model structurels, et il faut y réfléchir maintenant. Maintenant, il faut que la technologie nous aide aussi à le faire, et je pense qu'il faut sortir de l'idéologie. Là aussi, il faut être pragmatique. On a des atouts, il faut les utiliser, mais la révision en profondeur des business models, et ils le font. On ne va pas y échapper. Et ils le font. Enfin, je ne sais pas, Mathieu, si tu en es témoin. Et en plus, la crise de la supply je crois que accélère cette mutation. En gros, la réponse, elle est dans les entreprises aujourd'hui. Alors, il y a des éléments de régulation qui viennent pousser à ça. Il y a l'évolution des normes financières qui jouent énormément, mais il y a aussi des entreprises qui sont face à leurs consommateurs, à leurs employés, et qui n'ont pas le choix, en fait. Et donc, c'est là où finalement ça se joue principalement aujourd'hui. C'est pas dans l'élection. On marque une pause.